Bonjour, aujourd'hui 5e vidéo, nous allons aborder la question de la sémiologie de la névrose obsessionnelle. Petit rappel comme dans chaque vidéo, les deux choses importantes. La première, c'est que nous sommes dans un cadre qui n'est pas un cadre de psychothérapie ni de psychanalyse. Donc nous sommes dans un cadre classique d'entretien psychologique avec des gens qui viennent nous voir. Bon. Deuxième point important, je vous avais expliqué, et je le rappelle là aujourd'hui, la question de la castration, donc du procès de la castration et comment la notion de symptôme vient s'y greffer. Donc, je rappelle, en faisant référence à Freud, dans le classement des névroses, des psychoses et des perversions, donc face au procès de la castration, le sujet psychotique lui dénie ce procès, enfin je veux dire, il y a forclusion, ce procès n'a pas lieu. Pour le névrosé, il y a procès, mais nous y reviendrons. Et pour le pervers, c'est une interrogation sur le statut même de la castration. Donc pour le névrosé, c'est il y a castration, mais, et c'est ce mais qui prend une valeur pour chaque névrose. Donc dans la névrose hystérique, je vous avais rappelé que c'était du côté de l'insatisfaction, du manque. Nous sommes là devant la névrose obsessionnelle, et là nous avons ce que l'on pourrait appeler l'envers ou l'inverse, c'est-à-dire le névrose obsessionnel témoigne d'un en trop. Donc toute la stratégie presque du névrosé obsessionnel va être dans la gestion de cet en trop, qui à la fois va le contenir, mais en même temps va le dévoiler. Donc c'est assez intéressant ce jeu qu'on retrouve dans les névroses, où à la fois le symptôme dévoile et en même temps comment dire, est un moyen une stratégie pour faire avec quelque chose de la castration. Bon. Donc, les éléments sémiologiques que nous retrouvons dans la névrose obsessionnelle, souvent, on les trouve du côté de la contention, de la rétention. Qu'est-ce qu'il y a comme termes qui viennent à l'esprit? Souvent, quand vous lisez les manuels, on parle de procrastination, de mentalisation, de rumination mentale, d'annulation rétroactive, de pensée magique. Donc on voit bien quand même que du côté du névrosé obsessionnel, la question de la pensée est assez érotisée, elle est assez investie, hein, c'est-à-dire souvent l'annulation rétroactive, c'est de dire quelque chose et ensuite de l'annuler, donc de dire son contraire. La pensée magique, c'est le fait de pouvoir investir par les mots quelque chose qui va faire que la chose elle-même va être annulée. Par exemple, vous avez quelqu'un qui va vous dire je mets du temps à m'habiller parce que quand je m'habille, j'ai pensé à une chose au moment où je faisais cet acte, donc il faut que je défasse cet acte pour annuler la pensée qui était investie. Donc par exemple, vous avez l'exemple du t-shirt. Quand je mets un t-shirt et que j'ai pensé à une mauvaise chose à ce moment-là, ou à une chose qu'il suppose être mauvaise, ou du moins qui est vécue comme investie, c'est-à-dire je suis en train de me rendre compte que je pense à quelque chose au moment où je fais ça, donc le névrosé obsessionnel va avoir une stratégie d'annulation rétroactive, de pensée magique, et de dire il faut que j'enlève ça pour mettre au loin la pensée. Donc déplacement de la pensée sur l'objet, c'est pour ça que nous retrouvons ces formations, comment dire, nous retrouvons des actes dans la névrose obsessionnelle, souvent qui sont pris pour vraiment des comportements pathologiques, alors qu'en vérité ils sont liés à des pensées qui ont investi un acte. Donc c'est un moyen aussi de contenir la chose et de la retenir. Bon. Donc, petit rappel aussi sur un glissement terminologique que notre société produit. Vous entendez parler souvent des TOC, troubles obsessionnels compulsifs, et de plus en plus, quand vous êtes face à ça, on en fait un monosymptôme, on l'a extrait de la névrose obsessionnelle au niveau des formations réactionnelles, parce que si vous lisez les textes freudiens, c'est ça. Donc on était dans des formations réactionnelles face à un conflit intrapsychique que le sujet devait gérer. Donc il déployait dans la réalité, il déplaçait dans la réalité. Donc maintenant on en a fait des monosymptômes qui sont applicables à toutes les personnalités, de la névrose à la psychose, même au pervers. Enfin si vous voulez, c'est généraliste. Donc des monosymptômes généralistes comme on peut voir avec la conversion hystérique qui devient aussi monosymptôme,
les troubles de l'humeur qui deviennent des troubles bipolaires, et on s'aperçoit aussi que là on est dans des monosyndromes. Donc ça c'est en aparté, j'y reviendrai dans une autre vidéo, de façon assez critique. Voilà, mais là aujourd'hui, donc dans la sémiologie du névrosé obsessionnel, qu'est-ce qu'on repère? Donc cette logique de la rétention, de la gestion de l'entrôt. Alors vous allez le voir aussi dans la procrastination, remettre au lendemain ce qu'on peut faire le jour même, ça a quand même une stratégie, une visée, c'est que ça permet au sujet de ne pas faire la chose, ça paraît bête ce que je dis, mais il ne fait pas la chose, donc elle n'est pas mortelle, elle ne perd pas, elle ne meurt pas, pardon. Elle va rester tout entière. Donc, il fait comme ça, il a comme ça des stratégies qui lui permettent de ne pas faire la chose et de la garder intacte. Donc, et vous voyez arriver derrière l'impératif catégorique de « il faut faire », mais ce « il faut faire » est un « il faut » conjuratoire, c'est-à-dire l'impératif catégorique vient conjurer le fait que l'urgence subjective, c'est de ne pas faire. Donc vous voyez que les deux choses sont bien articulées. Ça génère de l'agressivité, ça vous le verrez, quand vous êtes, si vous êtes face à des personnes qui se présentent comme ça, que vous les repérez, si vous rentrez un peu trop à l'intérieur, comment dire, de leur mécanique, pour avoir le sentiment que vous pourriez faire bouger ça, vous allez avoir un retour sous la forme de l'agressivité, de la remise en place. Ce que vous entendez aussi dans les entretiens quand vous êtes face à des personnalités de type névrose obsessionnelle, c'est une façon d'annulation rétroactive. Par exemple, dans le discours, vous parlez et à peine vous avez dit la chose, c'est oui ou non. Mais que ce soit oui ou non, ça ne veut pas dire que c'est une position tranchée. Ça veut dire que c'est phagocyté, c'est-à-dire c'est déjà absorbé par le sujet, il y donne son assentiment ou pas, et il y donne sa marque, ce qui fait que vous êtes démarqué. Donc vous êtes exclu. Cette agressivité, dans les textes psychanalytiques, si on s'en sert comme boussole, vous verrez qu'elle a à voir aussi avec la question de l'impossibilité dans la névrose obsessionnelle de pouvoir, comment dire, d'accepter, si on prend cette formule, d'accepter la castration maternelle. Là, mais ça c'est un point que je vous donne là, pour que vous l'ayez un peu autour de vous, hein, comme une sorte de bagage. Mais c'est un point très important dans la névrose obsessionnelle lorsqu'on travaille avec eux dans un cadre autre que celui d'entretien psychologique. Bon. Mais ces petites choses, vous devez les avoir à l'esprit. Ensuite, le point important qu'on peut repérer dans la névrose obsessionnelle, c'est la question de son rapport à la loi. La loi, le cadre, c'est-à-dire comment il va jouer du cadre, comment il va le phagocyter, mais plus généralement aussi le cadre de la loi, le cadre des règlements. Donc, si vous voulez, le mot-clé, ça serait que le névrosé obsessionnel est toujours dans l'entre-deux de la loi, et puis plus particulièrement, il est dans la contrebande. C'est-à-dire, il fait des choses, oui, mais. Là aussi, ce mais, c'est j'accepte la loi, mais je la mets un peu de côté, je la fais à ma sauce. Voilà. Donc vous avez, ça c'est important d'avoir toujours cette lecture où le névrosé obsessionnel, lui, il est dans la contrebande. Voilà, donc ça ce sont des éléments importants. Je pense que j'ai fait le tour très rapidement pour vous des signes, mais c'est surtout cette façon dont va apparaître dans l'entretien de façon singulière pour chaque sujet. Après, ça vous ramènera de façon structurale à une grille de lecture, mais vous voyez bien que la question de chacun, comment il apporte son mais quand vous avez affaire à une névrose, c'est la gestion du mais. Donc le névrosé obsessionnel, je vous le répète, il est dans quelque chose qui est en trop. D'où aussi, si vous réfléchissez à ce que Freud a pu dire sur la question du stade anal, on retrouve effectivement que le névrosé obsessionnel, il gère ce qui est à l'intérieur. Donc ça ne rentre plus, ça ne sort plus, et il gère donc ce moment de passage. Et c'est là où il y a de la jouissance dans la contention. Bon. Voilà, donc voilà ce que j'ai à vous dire de façon très rapide, mais ce sont les éléments clés pour moi de la lecture d'une névrose obsessionnelle. Vous avez toujours, comme je vous l'ai dit dans la précédente vidéo, des modalités d'écoute qui font que vous êtes toujours dans un diagnostic permanent différentiel, c'est-à-dire vous écoutez, vous n'êtes pas dans une visée de faire émerger telle ou telle pathologie, mais vous êtes plutôt dans une écoute où
l'ensemble des choses va de façon différentielle, mais très naturellement, s'imposer à vous. Bon. Vos questionnements vont vous amener effectivement à avoir des réponses plus ou moins orientées. C'est peut-être une vidéo que je ferai un jour sur la question des entretiens directifs ou non. Bon, ça, j'ai ma petite idée là-dessus, mais je vous ferai une vidéo sur l'entretien psychologique. L'autre point, c'est que les prochaines vidéos, voilà, vont traiter, comme je vous l'ai déjà dit, sur les psychoses. J'ai en préparation aussi une vidéo sur les 4 discours de Lacan, donc ça c'est quelque chose qui m'intéresse beaucoup, donc je suis en train de vous la fabriquer, au sens d'abord de reprendre les éléments textuels du séminaire, pour après vous donner une lecture des 4 discours. Bon. Donc là, on reste sur la portée de ce travail, de cette vidéo, c'est vous apporter des moyens d'avoir une lecture, d'enrichir votre écoute avec des références qui viennent d'autrui, comme nous faisons quand nous sommes entre psychologues, que nous nous retrouvons et que nous discutons de notre lecture, de la clinique, de nos approches. Voilà. Il ne s'agit pas de vous formater de façon professorale à telle écoute. Voilà, je vous apporte parmi les autres des éléments qui vous serviront, qui vont vous enrichir et qui vont vous permettre de façonner vous-même votre outil et d'être au plus près de ce que viennent témoigner les gens quand vous les recevez dans votre bureau, voilà, dans le cadre de l'exercice de votre pratique de psychologue clinicien. À la fin de cette vidéo, vous trouverez une adresse email où vous pourrez me contacter. Faites-moi part de vos commentaires. Moi, de façon très naturelle, ben voilà, je vous donne ça. Dites-moi ce qui vous paraît intéressant, ce qui vous a permis peut-être effectivement d'avancer ou pas. Si vous trouvez que si vous pensez que c'est lacunaire sur certains points, dites-le moi aussi. Voilà, c'est un travail que je fais aussi avec vous, et puis comme je fais avec tous les gens que je reçois, qui tous les jours, dans les entretiens, m'apprennent à écouter et à remettre en question la sémiologie, voilà, et de la travailler. Je vous remercie de votre écoute. Prochaine vidéo donc sur les psychoses. Au revoir.